Salut les aventuriers. Aujourd'hui, nous passons au crible 30 dossiers de disparitions inexplicables au cœur des parcs nationaux américains, là où la nature sauvage semble dévorer ceux qui s'y aventurent, sans laisser la moindre trace. Pour commencer, nous explorerons le cas de Stacy Arras dans le Yosemite, une affaire si controversée qu'elle se heurte encore au silence obstiné des autorités. Nous retracerons ensuite les derniers instants terrifiants d'un jeune scout égaré dans les montagnes de Californie, avant de tenter de comprendre la réapparition impossible d'un skieur, à plus de 4500 km de son lieu de disparition. Bref, sans plus attendre les aventuriers, ajustez vos sacs à dos et scrutons les zones d'ombre, car nous partons dès maintenant enquêter sur ces dossiers de l'impossible. Randy Morgenson. Nous commençons notre excursion à la surface, sous une lumière encore rassurante, là où le dossier semble n'être que de tragiques accidents de parcours, du moins en apparence. Randy Morgenson n'était pas un simple employé saisonnier ou un amateur de plein air en quête de sensations fortes. À 54 ans, il était une véritable institution, une légende vivante du parc national de Kings Canyon, niché au cœur des sommets acérés de la Sierra Nevada. Et pourtant, sa disparition continue de hanter les mémoires. Avec 28 saisons de patrouille à son actif, Randy n'habitait pas seulement le parc, il en était l'âme. Il était le mentor, celui que l'administration chargeait de former les nouvelles recrues, mais aussi l'expert capable de lire chaque fissure du granit et d'anticiper chaque caprice des vents d'altitude. Dans le milieu fermé des Rangers, il était considéré comme invincible, le plus aguerri d'entre tous. Le 21 juillet 1996, Randy s'enfonce dans l'arrière-pays pour une patrouille de routine de 3 jours. Il laisse une note méthodique sur sa porte, un itinéraire précis, s'équipe de sa radio de fonction et s'enfonce dans cette cathédrale de roche qu'il aimait plus que tout. Ce départ sera son dernier acte de service. L'alerte est donnée dès que Randy manque à l'appel, et ce qui suit est l'une des opérations de recherche les plus vastes de l'histoire du National Park Service. Parce qu'il s'agissait de l'un des leurs, et pas n'importe lequel, les moyens déployés sont vertigineux. Des flottes d'hélicoptères équipés de technologies thermiques de pointe, des centaines de rangers d'élite, ainsi que des unités canines spécialisées. Ils passent la zone au peigne fin, jour après jour, sous un soleil de plomb et dans un silence de mort. Cependant, le résultat des recherches est un vide absolu. Pas une trace de ses semelles sur les sentiers, pas un signal radio, pas le moindre reflet métallique de son équipement. Randy Morgenson, l'expert qui avait écrit les manuels sur la manière de ne pas se perdre, s'était littéralement volatilisé dans un périmètre qu'il aurait pu parcourir les yeux bandés. Puis le dossier bascule dans l'irrationnel 5 ans plus tard, lorsque des randonneurs découvrent des ossements et du matériel dans une zone de drainage, près d'un ruisseau anonyme. Cela ne fait aucun doute possible, ils viennent de tomber sur les restes de Randy. C'est précisément ici que notre affaire bascule dans une dimension qui glace le sang des enquêteurs. Car, en effet, en 1996, cette zone précise avait été littéralement ratissée, survolée et passée au peigne fin par les meilleurs pisteurs du pays, des hommes et des femmes formés par Randy lui-même. Le vertige logique est total, les aventuriers. Comment le corps du ranger le plus aguerri de la Sierra Nevada, portant son uniforme et son équipement radio, a-t-il pu rester rigoureusement indétectable pendant 5 longues années, dans un périmètre jugé accessible et déjà validé par ses pairs? S'agit-il d'un effroyable manquement humain lors des battues initiales, ou d'un phénomène bien plus sombre encore? Pour tenter de clore l'affaire, certains enquêteurs ont avancé l'hypothèse d'un acte désespéré, pointant du doigt des tensions dans son mariage et une certaine lassitude professionnelle. Mais cette théorie se heurte à un paradoxe total. Randy avait emporté avec lui tout son matériel de bivouac, son kit de secours et ses rations, un comportement totalement illogique pour quelqu'un ayant l'intention d'en finir. La montagne semble donc avoir joué avec les nerfs des sauveteurs, dissimulant Randy pendant des années, avant de le rendre exactement là où on l'avait cherché. Pour les Rangers du parc de Kings Canyon, la disparition de leurs camarades reste une cicatrice ouverte. Elle prouve que, même l'expert ultime, celui qui possède toutes les clés du terrain, peut être dévoré par le silence de la nature sauvage. Everett Roos. En novembre 1934, alors que l'Amérique s'enfonce dans les affres de la Grande Dépression, un jeune homme de 20 ans au destin fulgurant décide de tourner le dos à la civilisation. Everett Roos n'était pas un vagabond ordinaire. Peintre prodige, poète et explorateur solitaire, il était habité par une quête mystique de beauté absolue. Accompagné de ses 2 mules, il s'enfonce dans les labyrinthes de grès rouge de l'Utah, une terre de canyon alors presque inexplorée, où la solitude est aussi vaste que le ciel. Habitué des marches héroïques, Everett envoyait régulièrement à sa famille des lettres exaltées, de véritables manifestes romantiques, où il décrivait son désir viscéral de se fondre dans le paysage et son mépris pour un monde moderne qu'il jugeait médiocre. Sa dernière trace remonte à une rencontre fortuite avec des éleveurs de passage près de Davis Gulch, dans l'actuel monument national de Grand Staircase Escalante.
Après cet échange, le silence millénaire du désert s'est refermé sur lui. Quelques semaines plus tard, l'inquiétude se transforme en certitude tragique. Ces deux mules sont retrouvées, affamées et errantes, près d'un enclos de fortune qu'il avait lui-même érigé au creux d'un canyon reculé. Mais ce qui va véritablement figer ce dossier dans la légende, c'est une découverte faite par les pisteurs à l'intérieur d'une grotte isolée. Gravée à la main sur la paroi de grès rouge, une inscription laconique défie le temps. Nemo. Ce mot, qui signifie personne en latin, n'est pas une signature anodine. C'est une référence directe au capitaine Nemo de Jules Verne, un auteur qui, je dois l'avouer, est l'un de mes écrivains préférés et m'a transmis la passion pour les récits d'aventure. En gravant ce nom dans la roche, Everett Roos ne signait pas seulement son passage, il revendiquait son exil volontaire. Tout comme le héros de Verne, fuyant la société à bord du Nautilus, le jeune explorateur annonçait au monde qu'il n'appartenait plus à la civilisation, mais aux profondeurs sauvages des canyons de l'Utah. Alors les aventuriers, Everett a-t-il orchestré sa propre disparition pour renaître sous une autre identité, peut-être au sein d'une communauté amérindienne comme certains le prétendent? Ou a-t-il été victime d'une rencontre fatale avec des hors-la-loi ou des éleveurs de bétail hostiles, nombreux dans ces contrées sans loi à l'époque? Des décennies plus tard, en 2009, le monde a cru l'énigme enfin résolue lorsqu'un corps fut découvert dans une crevasse, présentant des traits correspondant au jeune homme. Mais les tests ADN ont brisé l'espoir des historiens. Il s'agissait d'un Amérindien Navajo et non de l'artiste disparu. Bref, la disparition d'Everett Roos n'est toujours pas résolue. Elle demeure une plaie ouverte dans la roche rouge de l'Utah. Et alors que le vent siffle encore entre les parois de Davis Gulch, on ne peut s'empêcher de penser que l'artiste a finalement obtenu ce qu'il cherchait. Une beauté si absolue qu'elle exigeait, en retour, son oblitération totale. Sarm et Slope. Niché au cœur des Caraïbes, le parc national des îles Vierges offre un décor de carte postale presque irréel. Une symphonie d'eau turquoise, de récifs coralliens éclatants et de plages de sable d'ivoire. Pourtant, pour Sarm et Slope, ce paradis tropical est devenu le théâtre d'une disparition nocturne aux contours glaçants. Le 7 mars 2021, cette citoyenne britannique de 41 ans s'évapore littéralement du voilier de son compagnon, Ryan Bain. L'embarcation, un luxueux catamaran de 14 mètres baptisé le Siren Song, est alors ancrée dans les eaux d'huile de Frank Bay, à quelques encablures seulement du rivage de l'île de St. John. Selon le récit de Bain, il se serait réveillé vers 2 heures du matin pour constater, avec une stupeur apparente, que Sarm n'était plus à bord. Ce qui semble être au départ un accident tragique va très vite se transformer en une impasse juridique qui pétrifiait les enquêteurs. Car dès les premières heures, l'affaire dévie de la procédure habituelle. Si Ryan Bain contacte la police locale, il refuse catégoriquement de laisser les gardes-côtes et le FBI fouiller son navire, invoquant ses droits constitutionnels sur la propriété privée. Ce refus de coopération, particulièrement suspect pour un conjoint dont la partenaire est en danger de mort, jette une ombre immédiate sur le dossier. En outre, un détail capté par les caméras de surveillance d'un bar local quelques heures plus tôt devient crucial. Le couple quitte l'établissement dans une atmosphère pesante, loin de l'euphorie attendue d'une croisière en amoureux. Et bien plus tard, l'investigation révélera que Bain possède des antécédents de violence domestique, une pièce du puzzle qui change radicalement la lecture de ce drame. Mais malgré des battues acharnées et des plongées systématiques menées par des équipes d'élite, le résultat est un vide absolu. Comment une femme habituée à la vie en mer peut-elle disparaître d'un espace clos de 14 mètres sans que personne dans la baie n'entende le moindre plouf, le moindre cri ou le fracas d'une lutte? Si Sarm était tombé accidentellement, les courants spécifiques de Frank Bay auraient dû, selon les experts maritimes, ramener son corps ou ses effets personnels vers la côte en quelques jours. Pour les proches de la disparue, le temps s'est figé cette nuit de mars 2021. L'absence de preuves physiques laisse place à un vide insupportable, où chaque théorie se heurte à l'impossibilité de prouver ce qui s'est réellement passé dans l'intimité de ce catamaran. Alors les aventuriers, quelle est votre intime conviction face à ce silence assourdissant? Est-ce que Sarm a été victime d'un crime passionnel ou d'un terrible accident? À vous de me le dire dans les commentaires. Garrett Bardsley. Le cas de Garrett Bardsley est l'un des plus déchirants et des plus incompréhensibles du corpus des disparitions en zone sauvage. Le 20 août 2004, ce jeune scout de 12 ans, dynamique et habitué à la vie en plein air, participe à un campement au bord du lac Mirror, niché dans les hautes montagnes Uinta de l'Utah. Au petit matin, alors qu'il pêche paisiblement avec son père sur la rive, Garrett se mouille accidentellement les pieds dans l'eau glacée du lac. Incommodé, il demande à retourner brièvement au campement pour changer ses chaussures et ses chaussettes. La distance à parcourir est dérisoire, à peine 150 mètres. Le campement est d'ailleurs parfaitement visible depuis la rive où se trouve son père.
Ce dernier regarde son fils s'éloigner pendant quelques secondes, confiant, avant de se reconcentrer sur sa ligne de pêche. Ce sera la dernière fois qu'un être humain verra Garrett Barsley en vie. Lorsque le père se rend au campement, il découvre avec horreur que Garrett n'y est jamais arrivé. L'alerte est donnée instantanément, les secours arrivent avec une rapidité exemplaire et, pendant 10 jours, une opération de recherche titanesque est lancée. Des centaines de bénévoles, des hélicoptères équipés de caméras infrarouges et des chiens de piste d'élite quadrillent chaque mètre carré de cette zone pourtant dégagée. Notre dossier bascule dans l'irréel quelques jours plus tard, lorsqu'un indice vient briser toutes les certitudes des enquêteurs. À une distance considérable et dans une direction qui n'a absolument aucun sens par rapport au trajet initial, les sauveteurs découvrent une unique chaussette, formellement identifiée par sa mère comme appartenant à Garrett. Plus troublant encore, les chiens de recherche, pourtant entraînés à pister les odeurs les plus ténues, ont montré un comportement erratique, tournant en rond près de la rive avant de perdre totalement la trace, comme si le signal s'était interrompu verticalement. Et malgré des années de fouilles privées menées par sa famille, aucun autre indice, aucun vêtement, ni aucun reste biologique n'a jamais été retrouvé. Aujourd'hui, un étang de la région porte son nom en hommage, mais pour sa famille, les montagnes Uinta ne sont plus un sanctuaire, elles sont le décor d'un vol manifeste. Garrett n'a pas été victime d'un manque de vigilance, ni d'une erreur de jugement. Il a été happé par un angle mort de la réalité, sous les yeux d'un père qui n'était qu'à un cri de distance. Mitchell Stelling. Mesa Verde n'est pas une étendue sauvage classique. C'est un sanctuaire archéologique à ciel ouvert, célèbre pour ses cités amérindiennes troglodytes, suspendues aux parois de grès. Contrairement aux forêts denses, ce parc de taille modeste est un environnement considéré comme ultra contrôlé, presque domestiqué par le flux incessant des touristes et la vigilance des rangers. Dans ce dédale de sentiers balisés, s'égarer durablement semble techniquement improbable. Pourtant, le 9 juin 2013, ce décor de pierre millénaire devient le théâtre d'une énigme absolue. Mitchell Stelling, 51 ans, profite d'un voyage en camping-car avec sa femme et ses parents pour effectuer une courte marche vers les ruines de Spruce Tree House. Mitchell part en configuration de promeneur de 10 minutes, sans sac, sans nourriture et sans la moindre réserve d'eau. Il prévoit un aller-retour de 400 mètres en moins d'une heure, il ne reviendra jamais. Sa disparition déclenche l'une des opérations de recherche les plus massives de l'histoire du Colorado. Le National Park Service déploie des moyens colossaux. Plus de 60 secouristes, des hélicoptères dotés de caméras thermiques et des équipes de rappel inspectant chaque faille des canyons. Des témoins affirment avoir aperçu Mitchell sur le Petroglyph Point Trail, un sentier beaucoup plus accidenté qui bifurque du chemin principal. Néanmoins, malgré des semaines de fouilles intensives, les secouristes se heurtent à un mur de silence. Le mystère a duré 7 longues années, laissant planer l'idée que Mitchell Stelling s'était littéralement volatilisé dans une faille spatio-temporelle. Ce n'est qu'en septembre 2020 qu'un randonneur, s'aventurant dans une zone reculée et interdite du parc, tombe par hasard sur les restes humains. Les analyses ADN et les effets personnels retrouvés sur place confirment l'impensable, il s'agit de Mitchell. Ces restes gisaient dans un ravin escarpé, à environ 6,7 km de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. Si les autorités ont conclu à une mort naturelle par exposition aux éléments, sans acte criminel, la question qui hante les observateurs demeure. Comment un homme sans eau, sous un soleil de plomb, a-t-il pu parcourir une telle distance dans un terrain aussi aride, sans jamais être repéré par les survols thermiques ou les battues intensives menées à l'époque? Mitchell Stelling a finalement été retrouvé, mais son destin souligne la cruauté du terrain de Mesa Verde. Sa découverte a apporté une conclusion administrative à sa famille, mais le mystère de son errance finale reste entier. Keith Parkins. Nous laissons derrière nous la sécurité de la surface pour plonger dans les eaux claires. Ici, la visibilité est encore bonne, mais les dossiers que nous avons croisés recèlent déjà des anomalies troublantes. Comment un enfant de 2 ans, capable d'effectuer à peine quelques pas sans trébucher, peut-il survivre à une odyssée que même un commando d'élite jugerait téméraire? Le cas de Keith Parkins n'est pas une simple histoire d'égarement. C'est un défi brutal lancé aux lois de la locomotion humaine et de la résistance biologique. Le 10 avril 1952, Keith joue près de la ferme isolée de ses parents, en bordure de la forêt nationale d'Umatilla, dans l'état d'Oregon. En l'espace d'un battement de cils, alors que sa mère rentre un instant dans la maison, l'enfant s'évapore. À cet instant précis, son destin semble scellé. Une tempête de neige précoce s'abat sur la région, et les températures plongent brutalement sous le point de congélation. L'alerte est donnée dans l'heure, mais l'espoir est mince. Keith ne porte qu'une veste légère et un mince pantalon de coton. Pour un organisme aussi fragile, la mort par hypothermie n'est pas une probabilité, c'est une certitude mathématique.
Mais après 19 heures de recherche désespérée, impliquant des centaines de volontaires, l'impossible se produit. Le petit Keith est retrouvé vivant. Néanmoins, c'est la localisation de sa découverte qui va plonger les autorités dans une stupeur totale. En effet, le bambin est localisé à plus de 15 km de son point de disparition. Keith est retrouvé face contre terre sur la surface d'un étang gelé, dans une zone de haute altitude particulièrement escarpée. Les enquêteurs locaux, familiers de la topographie herculéenne de l'Umatilla, sont incapables de fournir une explication. Pour franchir une telle distance à travers des ravins, des cours d'eau glacés et des forêts impénétrables, le petit garçon aurait dû maintenir une allure de marche rapide d'adulte, sans jamais s'arrêter, en pleine nuit sous un blizzard aveuglant. La trajectoire supposée implique le franchissement de plusieurs crêtes montagneuses que même un randonneur équipé hésiterait à négocier en plein jour. De plus, un détail glace le sang des secouristes. La petite veste de Keith a été retrouvée posée soigneusement sur la glace à ses côtés. Mais le fait qu'ils soient encore en vie après une telle exposition sur la glace vive relève du miracle médical pur. Comment un enfant, incapable de lasser ses propres chaussures, a-t-il pu vaincre une topographie meurtrière et un climat hostile pour réaliser une marche forcée de 15 km ? Keith a survécu à l'insurmontable, laissant derrière lui des secouristes hantés par une question sans réponse. Qu'est-ce qui a bien pu porter cet enfant, là où ses propres jambes n'auraient jamais dû le conduire ? Daniel Campbell. Yellowstone n'est pas qu'un simple parc. C'est un titan de la nature, un territoire sauvage et majestueux grand comme la Corse, s'étendant sur plus de 9000 km² à cheval sur le Wyoming, le Montana et l'Idaho. Entre ces canyons abyssaux, ces forêts de pins à perte de vue et ces plaines de haute altitude où règne le grizzly et le bison, c'est une terre de contraste où la beauté brune côtoie une dangerosité mortelle. Et d'ailleurs, Yellowstone est l'un de mes parcs nationaux américains préférés. Toutefois, cette immensité n'effrayait pas Daniel Campbell. Le 6 avril 1991, cet homme de 31 ans originaire du Montana ne s'aventure pas dans Yellowstone afin d'admirer les geysers. Déposé par des amis au départ du sentier de Hell Roaring Creek, il s'enfonce dans la nature sauvage accompagné de son chien, un berger australien nommé Freckles. Daniel a un objectif précis, bien qu'illégal. Rejoindre Jardine pour récupérer une cache de bois de wapiti qu'il avait collectée clandestinement. Lorsque Daniel manque le rendez-vous avec sa petite amie le 8 avril, la machine du NPS se déploie avec une puissance de feu technologique rarement vue. Des hélicoptères équipés de caméras thermiques survolent le secteur jour et nuit, tandis qu'au sol les pisteurs d'élite passent la zone au peigne fin. L'hypothèse d'une attaque animale est immédiatement éludée, car elle se heurte au même mur de silence. Une prédation laisse des traces de lutte, du sang ou des restes de vêtements. Or, absolument rien n'est découvert. Avouez que c'est étrange les aventuriers. Comment un homme expérimenté et son chien peuvent-ils s'évaporer simultanément, sans laisser la moindre fibre textile, la moindre empreinte, ou même un aboiement ? Cette absence d'indices a évidemment nourri des théories bien plus sombres. Sceptique face à l'enquête officielle, la famille du disparu a longtemps soupçonné un acte criminel lié au commerce illégal des bois de cervidés, allant jusqu'à poursuivre l'ancien shérif local pour une gestion de l'affaire jugée bâclée. Les autorités, quant à elles, privilégiaient un accident dû au terrain accidenté ou aux tempêtes de neige printanières. L'affaire Daniel Campbell reste donc l'un des dossiers les plus opaques de Yellowstone, un mystère où la technologie moderne a échoué face au silence de la forêt primaire. S'est-il égaré dans un repli du terrain lors d'une tempête subite, ou a-t-il été victime d'une rencontre humaine fatale sur la piste des braconniers ? L'absence totale de restes, d'équipement ou même d'un signe de son chien continue de hanter les mémoires. Le secret de la disparition de Daniel Campbell gît quelque part sous les pins du Montana, protégé par une nature qui ne pardonne aucune erreur et qui garde jalousement ses mystères dans l'ombre de ses forêts primaires. James McGrogan. L'histoire de James McGrogan nous projette dans les sommets impitoyables du Colorado. James n'était pas un aventurier du dimanche, mais l'incarnation même de la fiabilité. Médecin urgentiste de 39 ans, père de famille et sportif de haut niveau, il était rompu au protocole de survie. Le 14 mars 2014, vers 10h du matin, James participe à une randonnée de ski hors piste avec 3 amis vers Iceman Hut. Lors d'une pause, porté par sa condition physique, James décide de continuer seul pour faire du repérage, prévoyant de retrouver le groupe au refuge. Il est l'archétype du randonneur surpréparé. Son sac contient de la nourriture, de l'eau, des fournitures médicales, un sac de couchage, ainsi qu'un GPS et une balise d'avalanche. Lorsque les amis atteignent la cabane, le silence les accueille et la panique s'installe. James n'est pas là. L'alerte déclenche une recherche massive couvrant 46 km², mais la montagne se referme aussitôt, car une tempête paralyse les secours pendant 5 jours.
Le 3 avril, soit 20 jours après sa disparition, le corps de James McGrogan est finalement localisé par des skieurs près de Booth Falls, à 7 km de son dernier point de vue. Loin d'apporter une conclusion définitive, cette découverte ouvre une boîte de Pandore d'incohérences qui défie la raison. La dépôt du skieur gît au pied d'une cascade gelée, dans une zone que les sauveteurs ont qualifiée de totalement inaccessible à pied, particulièrement au milieu d'un blizzard et d'une neige profonde. Mais le véritable vertige réside dans l'état du corps. Bien qu'il dispose de tout son équipement de survie dans son sac, James s'est retrouvé sans son manteau, sans ses gants et surtout sans ses bottes. Si le coroner a conclu à des traumatismes massifs dus à une chute et que certains évoquent le déshabillage paradoxal lié à l'hypothermie, des questions hantent les enquêteurs. Comment un médecin, conscient de l'agonie par le froid, aurait-il pu parcourir 7 km dans une neige épaisse sans ses bottes? Pourquoi son équipement technique est-il resté pratiquement intact, malgré une chute capable de briser un fémur? Et comme si ça ne suffisait pas, la zone de Booth Falls avait déjà été survolée et fouillée lors des premiers jours. Pour ses proches et les enquêteurs, le mystère qui entoure le médecin est une plaie qui ne se refermera jamais tout à fait. James McGrogan n'est pas simplement mort dans un accident de montagne, il semble avoir été le protagoniste d'un scénario que la logique ne peut pas expliquer. Laura Bradbury. Le parc national de Joshua Tree est célèbre pour ses formations rocheuses lunaires et son désert plat où la visibilité s'étend normalement à perte de vue. C'est dans ce décor à ciel ouvert, le 18 octobre 1984, que débute l'un des drames les plus marquants de l'histoire américaine. Laura Bradbury, 3 ans, se trouve avec sa famille au camping d'Indian Cove. Les circonstances de sa disparition sont d'une simplicité effrayante. Elle attend son frère de 8 ans, Travis, devant des toilettes sèches portables. À sa sortie quelques secondes plus tard, Laura s'est volatilisée. L'alerte est donnée instantanément. Pour les enquêteurs, le premier détail troublant vient des chiens de recherche. Il suit une piste olfactive qui s'arrête net en bordure d'une route. Des témoins rapportent alors la présence d'un homme barbu d'une 50aine d'années au volant d'un fourgon bleu métallique garé à proximité. Des empreintes de pas d'enfant sont même relevées, menant précisément vers l'emplacement de ce véhicule. Pourtant, le véhicule et son conducteur ne seront jamais retrouvés, disparaissant comme un mirage dans la chaleur du désert californien. L'affaire prend une dimension nationale sans précédent. Laura devient l'un des premiers visages à apparaître sur les briques de lait à travers tous les États-Unis, lançant une vague de sensibilisation historique sur les enfants disparus. Pendant 2 années interminables, le désert garde son secret. Ce n'est qu'en 1986 que des randonneurs découvrent une calotte crânienne et des fragments osseux à plusieurs kilomètres du camping. À l'époque, la science est impuissante à fournir une certitude absolue. Il faudra attendre que des tests ADN préliminaires fassent le lien et confirment que ces restes sont ceux de la petite Laura. Michael Bradbury, son père, acceptera enfin cette réalité après 2 décennies de doutes et de combats contre les autorités. Le parc national de Joshua Tree a finalement rendu Laura à sa famille, mais il a jalousement gardé le récit de ses dernières heures. Le prédateur au fourgon bleu, lui, s'est dissous dans l'horizon californien, laissant derrière lui une lignée de visages sur des briques de lait et un dénouement glaçant. Géraldine Larguet. À première vue, Géraldine Larguet est l'image même de la grand-mère ordinaire, une ancienne infirmière de 66 ans passionnée par le plein air. Pourtant, son destin va basculer dans l'un des coins les plus sauvages et impitoyables des États-Unis, la forêt boréale du Maine. Le 23 avril 2013, Géraldine s'élance sur le mythique sentier des Appalaches, en compagnie de son amie Jane Lee, entamant ainsi une épopée qui serpente sur plus de 3500 km, à travers les reliefs escarpés de l'Est américain. Durant les premières semaines, l'aventure se déroule sans l'ombre d'un accroc sous le bienveillant de George, son mari, qui assure une logistique millimétrée, en la rejoignant à chaque point de ravitaillement, afin de soutenir sa progression. Néanmoins, le destin bascule brutalement le 30 juin, lorsque Jane se voit contrainte d'abandonner l'expédition, laissant Géraldine seule face à l'immensité verte et oppressante de la forêt. Malgré les mises en garde insistantes de sa partenaire, qui s'inquiétait ouvertement de son sens de l'orientation fragile, la randonneuse choisit d'écouter sa détermination et de poursuivre, en solitaire, ce pèlerinage au cœur des montagnes du Maine. Alors qu'elle atteint les sommets de l'État, rien ne laisse présager le drame qui se noue, jusqu'à ce matin brumeux du 22 juillet où, peu après 6h30 du matin, une randonneuse croise son chemin et capture son sourire sur un ultime cliché qui restera la dernière preuve de sa présence parmi les vivants. L'inquiétude ne s'installe que tardivement, puisque George, ne la voyant pas apparaître au rendez-vous fixé sur la route 27, attend 2 jours avant de donner l'alerte, persuadé qu'il ne s'agit que d'un retard sans conséquence. C'est le début d'une opération de secours colossale, menée par le Maine Warden Service. Mais malgré des moyens humains et technologiques hors normes, la forêt semble avoir littéralement dévoré la marcheuse, laissant place à 2 longues années d'un silence pesant.
Ce n'est qu'au hasard d'une prospection forestière, le 14 octobre 2015, que le voile se déchire enfin. Géraldine Larguet est retrouvée gisant sous une tente effondrée, à seulement 900 mètres du sentier qu'elle avait pourtant si fidèlement suivi. L'analyse de son journal intime et de son téléphone va alors révéler une vérité à briser le cœur. En s'écartant du sentier pour un simple arrêt au stand, Géraldine s'est immédiatement égarée dans une végétation si dense qu'elle ne put jamais envoyer ce SMS désespéré destiné à son mari. « Je suis sorti du sentier pour aller aux toilettes, maintenant perdu. Peux-tu appeler pour voir si un agent peut m'aider ? Je suis quelque part au nord de Woods Road. Bisous !» Prisonnière d'un véritable trou noir électronique, Géraldine va mener une lutte vaine, mais héroïque pendant au moins 26 jours. Elle survit dans un périmètre minuscule, observant avec impuissance les hélicoptères de recherche tournés juste au-dessus de sa tête. Finalement, elle s'éteindra de faim et d'épuisement, à moins d'1 heure de marche d'une route forestière pourtant régulièrement patrouillée. Son journal reste le testament d'une femme qui a attendu, jusqu'à son dernier souffle, que quelqu'un écarte enfin les branches pour la ramener chez elle. Je vous l'accorde, c'est une histoire absolument tragique, mais elle nous rappelle une chose essentielle. La nature n'a pas besoin de falaises ou de prédateurs pour être fatale, il lui suffit parfois de son silence. Le destin de Géraldine Larguet nous montre que la frontière entre la vie et l'oubli ne tient qu'à quelques mètres de feuillage. On peut mourir de faim à quelques minutes d'une route, simplement parce que la forêt a décidé de vous absorber. Chris Fowler. La visibilité diminue et l'ambiance s'alourdit. Nous entrons dans les eaux troubles de l'iceberg, là où la logique vacille et où les preuves commencent étrangement à manquer. Le Pacific Crest Trail n'est pas qu'un simple sentier de randonnée, c'est une épopée de 4200 km qui exige un abandon total de soi entre les frontières mexicaines et canadiennes. Pour beaucoup, c'est le voyage d'une vie, une épreuve de force à travers les déserts et les cathédrales de granit des États-Unis. Mais pour Chris Fowler, un randonneur de 34 ans originaire de l'Ohio, que tout le monde surnommait respectueusement Sherpa, ce pèlerinage s'est transformé en une énigme qui défie les lois de la physique. Chris n'était pas un amateur. Son surnom témoignait d'une résistance physique hors norme et d'une science de la haute montagne acquise au fil des milliers de kilomètres déjà parcourus depuis la frontière mexicaine. Le 12 octobre 2016, il est aperçu au magasin Cracker Barrel de White Pass, dans l'état de Washington. Il s'apprête alors à affronter les 600 derniers kilomètres de son périple, le visage tourné vers le Canada. À 17h, ce jour-là, son téléphone émet un dernier signal dans la zone, avant de s'éteindre définitivement. Ce sera son ultime interaction avec la civilisation. À première vue, le sort de Chris Fowler semble tristement banal pour quiconque connaît la fureur des sommets. Lorsqu'une tempête hivernale précoce s'abat sur la région de Packwood, on imagine sans peine le scénario. Un homme luttant contre le blizzard, l'épuisement, puis le silence blanc. C'est un drame classique de la montagne, une tragédie que l'on croit comprendre. Mais c'est précisément là, une fois la neige fondue, que notre dossier bascule dans l'irrationnel. Normalement, la montagne finit toujours par trahir un secret. Une lanière de sac déchirée, un éclat d'aluminium tordu ou la semelle d'une chaussure. Pourtant, dans le périmètre où Chris a été localisé pour la dernière fois, le sol semble avoir été passé à l'autoclave. Il n'y a ni trace de textile, ni bouc en plastique, ni même un reflet métallique. Malgré des recherches précolossales et des survols répétés par temps clair, la chaîne des cascades est restée muette. C'est comme si l'homme et ses 20 kg de matériel synthétique avaient été purement et simplement gommés de la trame de la réalité, alors qu'il touchait presque au but. Mais alors, comment peut-on rayer de la carte un expert aussi préparé, sans qu'un seul indice ne vienne témoigner de sa fin ? Pour tenter d'expliquer ce néant matériel, plusieurs théories s'affrontent. Certains pensent que Chris aurait pu s'abriter dans l'une des innombrables crevasses ou grottes des cascades pour échapper au blizzard, avant d'être enseveli par une avalanche massive. D'autres, plus radicaux, évoquent une chute dans un secteur piégeur et difficile d'accès. Désormais, sur le Pacific Crest Trail, la disparition de Chris Fowler résonne comme un avertissement. Dans l'immensité sauvage, il arrive que la frontière entre la réalité et le néant ne soit plus qu'un signal GPS perdu dans le blanc. Jared Negrete. Le 19 juillet 1991, les Pantaris du mont San Gorgonio en Californie sont devenus le théâtre d'une tragédie qui, aujourd'hui encore, reste gravée comme l'une des pages les plus sombres du scoutisme américain. Jared Negrete, un garçon de 12 ans, participait à sa toute première randonnée nocturne. Mais pour cet adolescent peu habitué aux efforts extrêmes, l'altitude et la fatigue deviennent rapidement un calvaire. À seulement 300 mètres du pic final, Jared s'essouffle et ne peut plus avancer. C'est à cet instant précis que se joue son destin. Le chef scout, dans une décision qui s'avérera fatidique, lui ordonne de s'arrêter là, seul, pour les attendre pendant que le reste du groupe termine l'ascension. Mais lorsque la troupe redescend environ 90 minutes plus tard, le silence a remplacé l'enfant.
La place où Jared devait se tenir est désespérément vide. Ce qui ne devait être qu'une séparation temporaire déclenche alors l'une des recherches les plus massives de l'histoire de la région. Pendant 16 jours, des centaines de volontaires, des hélicoptères et des unités canines s'épuisent sur des versants escarpés hostiles de la montagne. Rapidement, des indices matériels sont retrouvés, parsemant le sol comme les miettes d'un conte de fées tragique. On retrouve son sac à dos, sa gourde, des emballages de bonbons et quelques morceaux de viande séchée. Mais c'est la découverte de son appareil photo jetable, abandonné dans la poussière d'une zone escarpée, qui va faire basculer l'enquête dans une dimension purement cauchemardesque. Ce détail rappelle étrangement l'affaire Chris Kremers et Liz Anfroun. Comme pour ces deux jeunes femmes égarées dans la jungle panaméenne, l'appareil photo devient ici l'unique témoin d'une détresse absolue, capturant des images nocturnes et incohérentes. En effet, la pellicule de Jared contient 12 clichés. Si les 11 premiers sont des souvenirs classiques de paysages baignés de lumière, la 12e photo s'avère être une anomalie terrifiante. Il s'agit d'un selfie de nuit, violemment éclairé par le flash, où n'émerge d'obscurité totale que les yeux et le nez du garçon. Son expression n'est pas celle d'un enfant simplement égaré, c'est un masque d'inquiétude profonde, ses yeux semblant fixés avec une intensité insoutenable, quelque chose situé juste au-delà de l'objectif. Jared cherchait-il à utiliser le flash pour percer les ténèbres, ou tentait-il de capturer l'image de ce qui le traquait dans l'ombre? Bien que la théorie d'un accident ou d'une chute, après une panique aveugle soit la plus probable, l'ombre d'un prédateur naturel ou d'une rencontre humaine fatale continue de hanter les esprits. Bref, malgré des décennies de recherche, Jared Negrete n'a jamais été retrouvé. Il ne reste de lui que ce dernier message fixé à jamais sur une pellicule, une question sans réponse qui continue de flotter dans les ténèbres de la montagne. Glenn et Bessie Hyde. Le Grand Canyon est une cicatrice béante sur la Terre, un lieu de gigantisme absolu qui peut écraser l'esprit humain par sa simple verticalité. En octobre 1928, ce décor majestueux devient le théâtre d'un mystère qui défie encore les historiens. Pour leur lune de miel, Glenn Hyde, 29 ans, et sa jeune épouse Bessie, 22 ans, se lancent un défi insensé. Descendre le fleuve Colorado à bord d'un Sweepscow, une embarcation en bois de 6 mètres, construite par Glenn lui-même. Leurs ambitions sont démesurées. Glenn veut établir un record de vitesse, tandis que Bessie aspire à devenir la première femme à traverser intégralement le canyon par voie d'eau. Mais derrière cette audace se cache une imprudence fatale. Le couple voyage sans gilet de sauvetage. Les Hyde sont vus pour la dernière fois le 18 novembre 1928 à Hermit Rapids par le photographe Emery Kolb. Sur ce dernier cliché, Glenn semble fier, mais Bessie paraît étrangement nerveuse et épuisée. Puis, ne les voyant pas arriver à destination en Californie début décembre, le père de Glenn lance des recherches. Le 19 décembre, le bateau est repéré par avion. Il flotte sereinement, intact et à l'endroit, près du mile 237. L'opération de sauvetage s'arrête net pour laisser place à un labyrinthe sans issue. En posant le pied sur cette embarcation, les enquêteurs ne pénètrent pas seulement sur une scène de crime, ils se heurtent à l'impossible. Car ce qu'ils découvrent à bord défie toute logique. Le fusil de Glenn repose toujours à sa place et le journal de Bessie est à jour, figé sur une dernière entrée le 30 novembre. Les Hyde, eux, se sont littéralement volatilisés. Si le couple avait été projeté par-dessus bord lors d'un passage violent, la barque, livrée à elle-même, aurait dû se fracasser contre les parois de granit ou dériver à l'envers. Au lieu de cela, elle flottait paisiblement, comme si ses occupants venaient tout juste de s'en extraire, s'évaporant dans l'air brûlant du Grand Canyon. Au fil des décennies, le drame bascule dans le folklore. En 1971, une femme affirme être Bessie Hyde, racontant avoir poignardé un Glenn devenu violent avant de s'enfuir par les falaises. Cependant, le choc laisse vite place au scepticisme. Il ne s'agissait que de Liz Cutler, une impostrice en mal d'attention, cherchant à s'approprier la légende. Le mystère s'assombrit encore 5 ans plus tard, lorsqu'un squelette présentant un impact de balle dans le crâne est découvert sur la propriété d'Emery Kolb. Souvenez-vous les aventuriers, il est l'une des dernières personnes à avoir vu le couple vivant. Le crâne présente un trou net à l'arrière, signature d'une exécution, et la stature des restes semble correspondre en tout point à celle de Glenn. Une question vertigineuse s'empare alors de l'enquête. Le photographe aurait-il abattu Glenn lors d'une dispute, ou peut-être pour protéger Bessie d'un mari devenu violent? Pendant des décennies, cette piste fait de Kolb le suspect idéal, jusqu'à ce que la science ne vienne briser le scénario. En 2008, bien après la mort du photographe, les analyses ADN confirment que le corps n'est pas celui de Glenn. Il s'agirait en réalité des restes d'un jeune homme d'une vingtaine d'années que Kolb, habitué à aider les autorités lors des recherches de disparus, aurait stocké dans son hangar avant de l'oublier. Ouais, je vous l'accorde, notre histoire devient de plus en plus glauque, et ce n'est pas fini. En 1992, la mort de la célèbre guide Georgie Clark ravive les rumeurs.
Car dans ses effets personnels, on découvre avec stupéfaction des documents appartenant au Hyde, notamment leur certificat de mariage. Pour beaucoup, c'est la preuve qu'a été la disparue du Colorado, bien que les historiens réfutent aujourd'hui cette thèse. En fin de compte, le destin des Hyde reste une plaie ouverte dans l'histoire du Grand Canyon. Leur nom ne figure sur aucun record de vitesse, mais ils restent gravés au sommet des énigmes les plus persistantes de l'Ouest américain. C'est l'histoire d'une lune de miel éternelle, dont le secret est désormais gardé par les profondeurs du fleuve Colorado. Paul Fugate. Le dimanche 13 janvier 1980, Paul Fugate, un ranger de 41 ans à la stature imposante, quitte le centre des visiteurs du Chiricahua National Monument, en Arizona. Il part pour une simple ronde de routine vers Faraway Ranch et laisse derrière lui ses clés et son portefeuille, signe qu'il ne compte pas s'éterniser. Il ne le sait pas encore, mais il vient de faire ses premiers pas vers le néant. Dès le soir même, l'absence du ranger déclenche l'alerte. Le superintendant Ted Scott et ses équipes ratissent les sentiers dans l'obscurité, mais la montagne reste désespérément muette. Le lendemain matin, l'opération change d'échelle. 22 patrouilleurs, des chiens pisteurs, la garde nationale et des hélicoptères retournent chaque pierre du monument national. Mais rien n'y fait, Paul Fugate s'est volatilisé sans laisser une seule empreinte, ou la moindre trace de lutte. C'est alors qu'un témoignage troublant vient briser le silence. Un ami de Paul, Dick Horton, affirme avoir croisé un pick-up suspect ce jour-là. À l'intérieur, il aurait reconnu le ranger, affalé sur la banquette arrière et coincé entre deux hommes. Plus étrange encore, Horton livre sous hypnose une description chirurgicale du véhicule, un pick-up vert foncé surmonté d'une cellule de toit, conduit par un individu barbu en chemise à carreaux. Cette vision prend tout son sens lorsqu'on écoute les révélations d'un ancien agent de la DEA. À l'époque, le secteur de Chiricahua n'était pas qu'un parc national, c'était une plaque tournante pour les cartels mexicains. Paul Fugate aurait-il surpris un atterrissage clandestin ou un transfert de cargaison au détour d'un sentier? Dans cette solitude minérale, le silence est la règle d'or, et un témoin gênant est un témoin mort. Mais au-delà de cette piste prometteuse, le passé de Paul révèle un homme bien plus complexe que l'image du ranger modèle, un homme aux prises avec une administration rancunière et une vie privée aux frontières du chaos. En 1971, Paul Fugate avait été renvoyé du NPS pour un motif presque absurde. Sa moustache ne respectait pas les normes de l'institution. Mais derrière ce prétexte se cachait en réalité un conflit bien plus profond, mêlant accusation de vol de foin et tensions hiérarchiques. Après un long bras de fer juridique, Paul gagne son procès, obtient des indemnités et réintègre son poste. Un retour triomphal qui, pour beaucoup, l'aurait valu de solides ennemis au sein même de l'administration. Par ailleurs, l'enquête explore aussi une piste plus intime. Paul et sa femme Dodie vivaient selon les codes d'un couple libre. Paul multipliait les aventures et, au moment de sa disparition, l'une de ses maîtresses aurait été enceinte. La jalousie aurait-elle pu pousser Dodie, ou un amant éconduit, à commettre l'irréparable? Ouais, cela fait beaucoup de pistes, pour un ranger au profil finalement bien loin d'être irréprochable. Règlement de compte administratif, exécution par les cartels ou crimes passionnels, toutes les pistes sont possibles dans notre affaire. 46 ans plus tard, le désert d'Arizona garde jalousement ses secrets, et on attend toujours la réponse. Jim Carter. Bien avant l'éruption cataclysmique de 1980, le mont St. Helens était déjà le théâtre d'événements que la science et la logique peinent à expliquer. En mai 1950, Jim Carter, un alpiniste d'élite de 32 ans, participe à une ascension avec le Seattle Mountaineers Club. Carter, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec l'ancien président américain, n'était pas un débutant. C'était un véritable expert, un skieur chevronné membre d'une équipe de secours locale. Notre récit débute le 23 mai, au point nommé Dog's Head, à 2400 mètres d'altitude, alors que Jim s'écarte de quelques mètres pour immortaliser la descente de ses compagnons. Mais au moment même où il déclenche son appareil, l'ascension bascule dans l'irrationnel. L'alpiniste chevronné ne regagnera jamais le point de rendez-vous, laissant derrière lui une boîte de pellicule vide, comme seul vestige de sa présence. Dès le lendemain, les sauveteurs découvrent sur place des traces de ski qui, loin de décrire une simple disparition, hurlent encore aujourd'hui une histoire de pure terreur. Ce qui rend l'affaire unique, c'est l'analyse de ces traces de ski. Il s'est mis à skier de manière effrénée, s'enfonçant à une vitesse folle vers une zone réputée pour sa dangerosité, Ape Canyon. Les experts sur place sont formels. Jim Carter a pris des risques insensés, sautant au-dessus de crevasses béantes et dévalant des pentes verglacées où n'importe quel alpiniste censé se serait brisé les jambes. Pendant plusieurs jours, 75 volontaires fouillent la gorge de fond en comble. Mais malgré l'intensité des recherches, le canyon reste désespérément muet. Plus troublant encore, une atmosphère pesante s'installe sur les équipes. Bob Lee, un grimpeur expérimenté participant aux recherches, rapportera plus tard une sensation d'oppression constante, affirmant que les sauveteurs se sentant observés dès qu'ils s'isolaient.
Il décrira cette expérience comme la plus sinistre de sa vie. C'est ici que notre récit bascule dans l'étrange des aventuriers, car le nom d'Ape Canyon n'est pas le fruit du hasard. Il puise ses racines dans un incident survenu en 1924, lorsque les mineurs locaux ont affirmé avoir été assiégés par des hommes singes, durant une nuit de pure terreur. Pour beaucoup, la fuite éperdue de Jim ne s'explique que par une rencontre fortuite avec l'une de ces créatures légendaires, le poussant à préférer le vide du précipice à ce qui le talonnait. Alors, qu'est-il réellement arrivé à cet expert de la montagne sur les pentes sauvages du mont St. Helens? Aurait-il fait la rencontre du terrible Bigfoot, ou a-t-il été victime d'une mécanique biologique bien plus terre-à-terre? Pour les plus pragmatiques, dont je fais partie, la réponse se cache dans le dossier médical de l'alpiniste. Jim Carter était diabétique et une crise d'hypoglycémie sévère, accentuée par l'effort et la haute altitude, aurait pu déclencher une désorientation totale, doublée d'hallucinations terrifiantes. Ce chaos interne expliquerait alors ce comportement erratique et cette course désespérée, le poussant vers l'abîme sans qu'il en ait conscience. Mais derrière ces explications rationnelles, le sort de Jim Carter reste un mystère absolu. Le mont St. Helens n'a jamais restitué son corps, laissant l'alpiniste devenir le fantôme d'Ape Canyon. Alfred Bellartz. La pression s'accentue alors que nous plongeons vers les profondeurs. Là, le silence des grands espaces devient pesant, et où chaque disparition semble défier les lois de la physique. Nous descendons encore d'un palier dans l'inexplicable, avec l'histoire d'Alfred Bellartz. Ce n'est pas seulement une disparition, c'est une distorsion de la réalité qui, depuis près d'un siècle, demeure l'une des énigmes les plus sombres et les plus ouvertement paranormales du parc national de Rocky Mountain. Le 3 juillet 1938, en plein week-end de la fête de l'indépendance, le petit Alfred, 4 ans, se lave tranquillement dans un ruisseau avec son père au confluent des rivières Roaring et Fall. L'enfant demande alors à rejoindre 2 amis de la famille, qui marchent à peine quelques mètres plus loin en amont. C'est une transition banale, un trajet de quelques instants entre 2 groupes de proches. Mais lorsque les amis arrivent au campement sans le petit garçon, le silence qui retombe sur la forêt est glacial. Alfred s'est littéralement évaporé dans les montagnes du Colorado. Les recherches sont lancées en un temps record. Plus de 150 volontaires, des gardes forestiers et des membres du Civilian Conservation Corps retournent chaque arbre, chaque pierre. Les chiens de Saint-Hubert, pourtant réputés pour leur flair infaillible, captent une piste, mais elle défie la logique. L'odeur du garçonnet ne suit pas la rivière. Elle s'élève brusquement en montée, s'enfonçant dans la pente sur 150 mètres, avant de s'éteindre net à une bifurcation, comme si l'enfant s'était envolé. C'est alors que notre dossier bascule dans l'irréel des aventuriers. Le jour même, un couple de randonneurs situé au Devil's Nest, le nid du diable, affirme avoir aperçu un petit garçon seul sur une corniche rocheuse vertigineuse. Imaginez un instant. Nous sommes à 10 km du point de disparition, et à près de 1000 mètres plus haut en altitude. Le couple affirme avoir vu Alfred être brusquement tiré en arrière par une force invisible, disparaissant dans l'ombre du granit, avant que quiconque ne puisse intervenir. Pour n'importe quel enquêteur, la question n'est pas seulement de savoir si c'était bien lui, mais comment une telle ascension est physiquement possible. Comment un enfant de 4 ans à peine aurait-il pu gravir des dénivelés que même des grimpeurs chevronnés redoutent, traverser des torrents furieux et s'enfoncer dans une jungle de pins pour atteindre un sommet en quelques heures? L'investigation s'est finalement enlisée. Une demande de rançon reçue 5 mois plus tard s'est avérée être un canular cruel, et les parents d'Alfred sont décédés des décennies plus tard, sans jamais obtenir la moindre réponse. De nos jours, le cas Alfred Bellartz reste une anomalie pure. Le petit garçon n'a pas seulement disparu, il semble avoir été arraché à notre réalité pour être déposé sur ce sommet, là où le silence du nid du diable étouffe encore la vérité. Carl Enders. Le mont Shasta n'est pas une montagne comme les autres. Volcan majestueux couronné de neige éternelle, il est le centre névralgique de légendes amérindiennes et de témoignages sur d'étranges cités souterraines. Mais pour Carl Enders, il est surtout devenu le théâtre d'une disparition qui semble défier toute logique. À 69 ans, cet habitant d'Orinda, dans la région de San Francisco, n'est pas un amateur. Coureur de fond et alpiniste chevronné, Carl s'est fixé un défi titanesque. Gravir le plus haut sommet de chacun des 58 comtés de Californie. Ainsi, le 22 mai 1999, il s'attaque au mont Shasta. C'est censé être son dernier sommet, l'apothéose de sa carrière de montagnard. Mais le destin s'apprête à lui jouer un bien mauvais tour. Après une nuit au campement 50-50, Carl ne se sent pas très bien. Alors, à 9h du matin, il décide de partir un peu avant ses 2 compagnons, Barry et Milton, pour progresser vers Lake Helen à son propre rythme. Le terrain est dégagé, la visibilité est totale, et rien ne laisse présager du drame à venir. Pendant une partie de l'ascension, ses compagnons gardent sa silhouette en ligne de mire, sa veste couleur rue tranchant nettement sur l'éclat de la neige.
À cet instant, Barry Hamilton détourne les yeux un court moment, avant de se retourner précisément 2 minutes plus tard. Le sentier est désormais désert. Rendez-vous compte les aventuriers. À cet endroit précis, le mont Shasta n'offre aucune forêt impénétrable, aucune crevasse cachée, ni la moindre falaise où un homme pourrait basculer sans un cri. C'est un plateau à nu, une étendue désolée où la visibilité est totale. Pourtant, malgré un déploiement de force d'une intensité rare, la montagne est désespérément restée muette. Pour ne rien arranger, les chiens de recherche ne parviennent même pas à détecter une odeur de départ. C'est comme si Carl n'avait jamais posé le pied sur ce sentier. Rappelons que l'homme est âgé de 69 ans et, même en excellente forme physique, il ne peut pas courir assez vite pour sortir d'un champ de vision en seulement 2 minutes. Il ne peut pas non plus dissimuler son corps et tout son équipement sans laisser la moindre trace. Alors, que s'est-il passé sur les pentes du mont Shasta ? 27 ans plus tard, le dossier reste ouvert sur le bureau du procureur de Californie, mais le terrain, lui, a déjà tout effacé. Pour Carl Anders, le mont Shasta n'aura pas été l'apothéose d'une carrière, mais le point final d'une existence, évaporé en une poignée de secondes. Il reste le symbole d'une réalité qui se déchire, un rappel terrifiant que dans certains lieux, la réalité peut se déchirer en un clin d'œil, ne laissant derrière elle qu'un silence assourdissant. Fariza and Beer. Et si la légende du Bigfoot n'était pas seulement un mythe, mais le cœur d'une énigme insoluble? Le cas de Fariza and Beer nous projette aux confins du paranormal et du fait divers, là où la frontière entre la réalité et la légende devient dangereusement floue. Le 1er juin 1987, cette adolescente de 16 ans originaire de Fresno s'enfonce dans les profondeurs de Ghost Canyon, un lieu dont le nom résonne aujourd'hui comme une sombre prophétie. Elle accompagne Russell Welch, un ami de son oncle âgé de 43 ans. Welch se présente comme un expert de la survie. Il a entraîné Fariza dans la forêt nationale de Sierra pour une traque au Bigfoot qui va virer au cauchemar. Le malaise s'installe lorsque l'homme réapparaît seul à Fresno, plusieurs jours après leur départ. Pressé de s'expliquer, Russell prétend d'abord que l'adolescente s'est enfuie, avant de livrer une version qui va sidérer les autorités. Fariza aurait été enlevée sous ses yeux par un Bigfoot. Avec un calme glacial, il décrit comment une créature massive aurait surgi des forêts près de Shoteye Peak pour emporter la jeune fille dans l'immensité de la forêt. Pour la police, la femme est trop grosse. Ils y voient un meurtre maquillé par un délire absurde et inculpent immédiatement Welch pour enlèvement. Mais l'enquête se heurte aussitôt à un mur du silence, les chiens de recherche restent muets et les pisteurs ne relèvent aucun signe de lutte, aucune goutte de sang, aucune fibre textile. Faute de preuves tangibles, la justice californienne finit par baisser les bras. Pas de corps, pas de crime, les procureurs abandonnent les charges en septembre 1987. Russell Welch retrouve ainsi la liberté, en portant ses secrets dans la tombe à sa mort, 11 ans plus tard. Après 38 années d'un silence pesant, l'affaire a été propulsée sous un nouveau jour en octobre 2025. La série documentaire Bigfoot Took Her a rouvert les plaies de cette énigme, déterrant des pistes jusque-là restées dans l'ombre. Fariza aurait-elle pu croiser la route des tristement célèbres Speed Freak Killers, ce duo de tueurs qui semaient la mort dans la région à la même époque? À moins que la réponse ne se cache dans d'anciennes planques de Welch, ou d'anciennes preuves physiques oubliées s'apprêteraient enfin à livrer leur vérité. Alors, qu'est-il réellement arrivé à Fariza and Beer dans l'obscurité de Ghost Canyon? Entre les délires d'un homme obsédé par le Bigfoot et les secrets d'une forêt impénétrable, l'affaire demeure l'un des cold cases les plus troublants du pays, nous rappelant que dans la Sierra Nevada, certaines vérités préfèrent rester enfouies. Gilbert Gilman. Haut fonctionnaire du Trésor et ancien analyste du renseignement militaire, Gilbert Gilman était un homme qui maniait les secrets d'État avec une rigueur absolue. Mais le 24 juin 2006, ce n'est pas dans les couloirs feutrés de l'administration qu'il va rencontrer son destin, mais sur les sentiers brumeux du Parc national olympique, dans l'État de Washington. Est-ce son passé dans l'ombre qui a fini par le rattraper, ou a-t-il croisé un prédateur dans les ténèbres de la forêt? Ce jour-là, Gilbert décide de s'accorder une simple parenthèse solitaire. Lorsqu'il gare sa voiture au départ du sentier de Staircase, il n'entête qu'une marche de détente de 20 minutes, vers un point de vue panoramique. Il porte un costume de ville et des chaussures de cuir à semelles lisses, n'emportant ni eau, ni nourriture, ni aucun équipement de survie. Pour lui, ce n'est qu'un moment de calme avant de reprendre le fil d'une journée ordinaire. Lorsque le soir tombe et que Gilbert ne revient pas à son véhicule, le silence de la forêt prend une tournure inquiétante. Ce qui suit est l'un des déploiements de force les plus titanesques de l'histoire de la région. Plus de 1000 personnes sont mobilisées pour arracher l'homme à la forêt. Des hélicoptères dotés de capteurs thermiques dernier cri survolent la canopée, tandis que des rangers d'élite et des dizaines de chiens fouillent chaque recoin du secteur. Cependant, les recherches se heurtent à un néant absolu. Gilbert semble s'être volatilisé dans un interstice de la réalité.
Mais ce vie n'est peut-être qu'une illusion, car pour comprendre comment un homme peut s'effacer aussi totalement, il faut quitter les sentiers du parc olympique et plonger dans les archives classées de sa propre vie. En effet, son expertise au Moyen-Orient et son accès à des secrets défense ont immédiatement transformé ce fait divers en une affaire d'État, alimentant les thèses d'une exfiltration chirurgicale ou d'un assassinat politique. Mais derrière les théories du complot, une autre menace, bien plus viscérale, plane sur les racines de ces arbres, celle d'Israel Keyes. Véritable incarnation du tueur moderne, Keyes est devenu tristement célèbre pour sa capacité à frapper au hasard, sans mobile et sans laisser la moindre trace matérielle. Ce prédateur méthodique, dont le nom est indissociable des disparitions les plus sauvages des zones sauvages américaines, se trouvait précisément dans les environs du parc olympique, au moment où Gilman s'est volatilisé. Alors, qu'est-il réellement arrivé à Gilbert Gilman ? Si l'accident reste la thèse officielle, la simplicité de ce sentier transforme son absence totale de traces en un véritable glitch dans la matrice. Puis en août 2015, 9 ans après s'être garé au départ du sentier, Gilbert Gilman a été officiellement déclaré mort. De nos jours, sa disparition est toujours inscrite sur le Charlie Project et demeure l'une des énigmes les plus troublantes du parc national olympique. Sous les brumes de la côte nord-ouest, la frontière entre une simple promenade et l'oubli définitif n'a jamais semblé aussi mince. Trenny Gibson. Le 8 octobre 1976, le parc national des Great Smoky Mountains se pare de ses plus sombres couleurs d'automne. À cheval sur le Tennessee et la Caroline du Nord, les ciments brumés attirent des milliers de visiteurs, venus s'enfoncer dans ce décor où la nature semble encore indomptable. Parmi cette foule, un groupe de 40 élèves en horticulture du lycée Bearden s'élance sur le sentier d'Andrews Bold. Au cœur de cette colonne humaine se trouve Trenny Gibson, une adolescente de 16 ans. Elle marche au milieu de ses camarades, portée par l'insouciance des rires et des discussions, alors que le groupe redescend vers le parking de Clingman's Dome. Vers 15h, l'adolescente accélère le pas pour devancer ses amis. Elle franchit un virage brusque, masqué par une végétation dense, et semble s'écarter légèrement du sentier. Lorsque ses camarades tournent à leur tour, moins de 30 secondes plus tard, le chemin est désert. Trenny Gibson a cessé d'exister. Comment une jeune fille peut-elle être effacée de la réalité en plein jour, entourée de 40 témoins ? Le FBI et le National Park Service lancent immédiatement des recherches colossales. On sonde chaque crevasse, on retourne chaque arbre et on interroge chaque élève. Si certains rapportent la présence d'un inconnu suspect sur le parking, aucune trace de lutte ou de cri n'a transpercé le calme de la forêt. L'incompréhension totale surgit dès que l'on analyse le timing. Le groupe de jeunes randonneurs formait une chaîne presque ininterrompue sur le sentier. Pour qu'un agresseur puisse s'emparer de Trenny sans provoquer la moindre alerte, il aurait dû agir avec une précision chirurgicale, exploitant une fenêtre de quelques secondes à peine. Après la disparition, des détails matériels troublants font surface. Le pagne de l'adolescente ainsi qu'une bague en saphir étoilé auraient été retrouvés en possession d'autres élèves. Plus suspect encore, Robert Simpson, l'ami qui lui avait prêté sa veste en laine, a été revu plus tard portant ce même vêtement, alors que Trenny était censé l'avoir sur les épaules au moment de sa disparition. Ces indices dessinent une réalité bien plus sombre qu'une simple disparition accidentelle. Le danger n'était peut-être pas tapis dans les bois, mais marchait au milieu du groupe. Alors, qu'en pensez-vous les aventuriers ? Doit-on croire à la piste d'un prédateur extérieur capable d'une rapidité surhumaine, ou les réponses se cachent-elles dans les sacs à dos de ses propres camarades ? Une chose est certaine, il y a quelque chose de définitivement louche dans cette affaire. Triangle de Pecos. Bienvenue dans les abysses, là où la pression devient insoutenable et où les mystères ne trouvent plus aucune explication rationnelle. Au Nouveau-Mexique s'étend un territoire que les locaux et les enquêteurs surnomment le Triangle de Pecos. Pour les spécialistes comme Alan Pacheco, cette zone n'est pas qu'un simple relief accidenté. C'est un épicentre de disparitions inexpliquées, un lieu où la réalité semble s'effilocher sous le poids d'un silence surnaturel. Dans ce périmètre hors du temps, les boussoles perdent le nord et les systèmes GPS affichent des positions aberrantes, comme si la géologie elle-même conspirait pour égarer les voyageurs. Les rares récits de survivants mentionnent souvent un instant de bascule terrifiant. Une sorte de silence de la mort, où les bruits de la forêt s'éteignent d'un coup, laissant place à une pression atmosphérique oppressante. L'histoire du Triangle de Pecos est jalonnée de dossiers qui défient toute analyse rationnelle, à commencer par le cas d'Emma Tresp en 1998. À 71 ans, elle connaissait parfaitement la route menant au monastère de Pecos, un trajet routinier pour une retraite spirituelle. Néanmoins, sa voiture est retrouvée verrouillée, perchée sur un rocher au fond d'une route forestière sans issue. Ses bagages et son téléphone l'attendaient sagement à l'intérieur, mais Emma, elle, s'est évaporée sans laisser la moindre empreinte dans la poussière. Mais le dossier le plus emblématique reste sans doute celui de Mel Nadel, survenu en 2009.
Alors qu'il chasse avec des amis près d'Elk Mountain, il quitte le campement pour quelques minutes seulement, lourdement armé d'un revolver 44 et de son équipement. Vous vous en doutez, il ne reviendra jamais. Les chiens de recherche s'arrêtent net après quelques mètres, refusant d'avancer et gémissant de terreur, face à un danger que l'œil humain ne parvenait pas à déceler. Le triangle de Pecos a continué de sévir en 2014, avec Audrey Kaplan. Cette habituée des sentiers ramassait des champignons avec son mari, lorsqu'elle s'est écartée du chemin principal, pour quelques instants seulement. 5 jours de recherche intensive, impliquant des hélicoptères Black Hawk et des centaines de bénévoles, seront nécessaires pour retrouver son corps dans une zone escarpée, à seulement 2 km de son point de départ. Mais alors, pourquoi ce secteur semble-t-il plus affamé qu'ailleurs ? Entre légendes de coups frappés aux tentes au milieu de la nuit, les observations d'OVNI et l'aura sinistre du camping de Holy Ghost, le triangle de Pecos demeure une blessure ouverte dans la géographie américaine. Pour Alan Pacheco, ce n'est pas qu'une simple forêt, c'est un filtre dimensionnel où le temps et l'espace semblent parfois se figer pour réclamer un tribut humain. En tout cas, une chose est certaine les aventuriers. Si vous foulez un jour les sentiers sauvages du Nouveau-Mexique et que les oiseaux cessent soudainement de chanter, ne cherchez pas à comprendre et faites demi-tour. Car dans le triangle de Pecos, le silence n'est pas une simple absence de bruit. C'est la signature d'une présence qui vous a déjà remarqué. Nylene Marshall. Le 25 juin 1983, la forêt nationale de Helena, au Montana, est le théâtre d'un pique-nique familial qui va basculer dans l'horreur pure en moins de 60 secondes. Nylene Marshall, une fille de 4 ans au visage d'ange, joue avec d'autres enfants près de barrages de castors sur le ruisseau Maupin. À quelques mètres de là, ses parents installent le repas. Tout semble parfaitement normal, du moins pour le moment. Vers 16 heures, le temps pour sa mère de détourner le regard pour prendre une serviette, Nylene s'évapore. Les autres enfants rapportent alors un détail qui glace le sang. Un homme vêtu d'un survêtement bleu ou violet aurait parlé à la petite fille juste avant qu'elle ne disparaisse. L'un d'eux aurait même entendu cet inconnu lui demander de suivre l'ombre. C'est la dernière fois que l'on entendra parler de Nylene Marshall. Dès que la disparition de la fillette est constatée, l'immensité sauvage des Elkhorn Mountains bascule dans un état de siège. Rendez-vous compte, près de 2800 volontaires, des plongeurs et des hélicoptères dotés de caméras thermiques passent scrupuleusement la zone au peigne fin. D'ordinaire infaillible, les chiens de recherche refusent de suivre la piste au-delà de la rive, tournant en rond dans un état d'agitation extrême. L'affaire prend une tournure psychologique terrifiante 2 ans plus tard, lorsque des appels et des lettres anonymes parviennent au Centre national pour les enfants disparus. L'auteur, se faisant appeler l'ami, prétend avoir enlevé Nylene parce qu'elle pleurait et qu'elle était effrayée. Avec une précision chirurgicale, il décrit des détails non publics sur l'affaire, affirmant l'élever comme sa propre fille et voyager avec elle à travers les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Ces messages, tracés jusqu'à des cabines téléphoniques dans le Wisconsin, restent à ce jour les seuls signes envoyés par le ravisseur fantôme. En tout cas, le destin de la famille Marshall semble s'être brisé ce jour-là, sur les rives du ruisseau Maupin. Et plus troublant encore, dans une quête désespérée pour retrouver son enfant, Nancy Marshall sera tragiquement assassinée au Mexique en 1995, dans des circonstances troubles. Bref, 43 ans plus tard, l'affaire Nylene Marshall demeure une plaie ouverte, dans l'immensité des montagnes Elkhorn. Elle reste ce cri silencieux sous la canopée, elle est le rappel brutal qu'au cœur de la nature, le temps peut se déchirer en un battement de cils. Stacy Arras. Bien, il est temps que je vous présente l'affaire la plus mystérieuse du parc national de Yosemite, en Californie. Ce n'est pas seulement le dossier le plus sombre de l'histoire du parc, par la nature des faits, c'est aussi un véritable bras de fer administratif. Aujourd'hui encore, les rangers du NPS bloquent systématiquement l'accès à l'enquête, protégeant ce secret comme une affaire de sécurité nationale. Notre histoire commence le 17 juillet 1981. George Arras et sa fille Stacy, 14 ans, entament une randonnée à cheval de 4 jours, espérant peut-être apaiser des tensions familiales récentes sur le ciel majestueux du Yosemite. Le groupe, composé d'une dizaine de cavaliers, s'arrête pour la nuit au Sunrise High Sierra Camp, un refuge niché à 2800 mètres d'altitude, face au dôme de granit spectaculaire de la Sierra Nevada. Après une longue journée en selle, Stacy se change et demande à son père la permission d'aller prendre quelques photos du lac voisin. Elle s'apprête à partir en tongs, mais son père, dans un dernier réflexe protecteur, lui conseille de mettre ses bottines de marche. La jeune fille s'exécute, laisse ses chaussures grises et s'éloigne avec son appareil Olympus. Un homme âgé du groupe, Gerald Stewart, propose alors de l'accompagner. Après quelques centaines de mètres, George, essoufflé par l'altitude, doit s'asseoir sur un rocher. Stacy continue donc seule vers un bosquet d'arbres anciens, à moins de 100 mètres du campement.
Gérald l'aperçoit encore un court instant, avant qu'elle ne disparaisse derrière une légère éminescence rocheuse. Puis, en moins de 5 minutes, Stacy Arras s'évapore définitivement. Ce qui suit les aventuriers est l'un des déploiements les plus massifs de l'histoire de Yosemite. Hélicoptères de l'armée, caméras thermiques et des centaines de volontaires qui ratissent chaque faille du terrain. Mais le vertige s'installe quand on découvre le seul et unique indice jamais retrouvé. Le bouchon de l'objectif de son appareil photo posé sur un rocher plat, comme s'il avait été déposé délibérément. Plus troublant encore, les chiens de piste arrivent à cet endroit précis et s'arrêtent net, gémissant vers le ciel comme si la trace de Stacy s'était envolée vers le ciel. Notre mystère bascule dans une dimension quasiment politique avec l'intervention de l'enquêteur David Paulides. Célèbre pour ses dossiers Missing 411 qui, d'ailleurs, ont fortement inspiré cette vidéo, Paulides tente d'obtenir le dossier complet de l'affaire, mais il se heurte à un mur de béton. Le National Park Service oppose un refus catégorique. L'argument invoqué est une enquête criminelle toujours en cours. Avouez que c'est un peu léger. Pourquoi une simple disparition d'adolescente survenue en 1981 ferait-elle l'objet d'un tel secret, des décennies après les faits? Pour ajouter une couche au mystère, le dossier de l'enquête ferait plus de 2000 pages, une épaisseur colossale, qui suggère bien plus qu'un banal accident de montagne. Et pour couronner le tout, un agent spécial aurait confié à Paulides que les détails enfouis dans ces rapports sont tout simplement inimaginables. Mais voilà, sans preuve concrète ni témoignage assermenté, il est nécessaire de prendre du recul. Si le mutisme du NPS nourrit les théories les plus folles, il peut aussi s'expliquer par une rigidité administrative implacable. Légalement, tant qu'un corps n'est pas retrouvé, une enquête pour disparition reste ouverte, verrouillant ainsi l'accès au dossier. Quant aux 2000 pages du rapport d'enquête, elles sont souvent le résultat de décennies de rapports de battus, de témoignages croisés et de procédures bureaucratiques accumulées. Bon, qu'elle soit prisonnière d'une faille géologique ou d'un secret administratif, Stacy Arras laisse à Yosemite un héritage d'humilité. Elle reste ce visage d'adolescente figé dans le temps, un rappel que sous le regard des autres, la nature sauvage conserve toujours une part d'ombre. Terrence Woods. La forêt nationale de Nez-Percé, dans l'Idaho, est une terre de vestiges silencieux. Entre ses conifères denses et ses vallées encaissées, le sol est criblé de centaines de puits de mines abandonnés, reste d'une ruée vers l'or qui a laissé derrière elle un labyrinthe souterrain de fer et de soufre. C'est dans ce décor désolé, près de la mine désaffectée de Penman, que le destin de Terrence Woods Jr. a basculé le 5 octobre 2018. À 27 ans, Terrence est un assistant de production talentueux, employé par la société britannique Road TV pour le tournage de la série Gold Rush. Mais ce matin-là, une ombre semble déjà planer sur lui. Il envoie un SMS à son père, annonçant qu'il rentrera chez lui plus tôt que prévu. Rien dans son passé, aucun trouble mental ni tendance à la panique, ne laisse présager de ce qui va suivre. Vers 17h30, alors que l'équipe range le matériel, l'impensable se produit. Sous les yeux effarés de 12 collègues, Terrence dépose sa radio et s'élance dans une course effrénée. Selon un témoin, il aurait bondi d'une falaise de 3 mètres, retombant sur ses pieds pour courir comme un lièvre, vers le gouffre boisé. Un exploit physique que son père juge impossible. Terrence souffrait d'un problème au pied et d'une ancienne fracture du bassin qui rendait toute course impossible, et encore moins un saut de cette hauteur. Les recherches qui suivent sont massives, mais le vide est absolu. Malgré l'utilisation d'infrarouges et de chiens d'élite, aucune trace de sang, aucun lambeau de vêtements ni aucune empreinte ne sont retrouvés sur cette pente raide. Plus troublant encore, le contenu de son sac de voyage pose question. Ses vêtements de rechange n'avaient jamais été portés, à l'exception d'une paire de chaussures de ville boueuses, soigneusement emballées dans un sac plastique. Notre affaire est aujourd'hui un champ de bataille. Terrence Woods Sr., le père, dénonce le récit de l'équipe de production qui a soudainement dépeint son fils comme instable et confus, alors que ses pairs le décrivaient comme un professionnel calme et brillant. Pourquoi la police n'a-t-elle jamais fouillé sa chambre d'hôtel, ni exploré les mines environnantes? Pourquoi l'équipe de tournage a-t-elle quitté l'Idaho si précipitamment, refusant de divulguer la liste complète de ses membres? Comme vous le constatez, beaucoup de questions demeurent toujours sans réponse. Et malheureusement, Terrence Woods n'est plus qu'une simple silhouette courant vers le néant. Il est devenu le symbole d'une vérité étouffée, sous le poids des incohérences et de l'opacité des hommes. Une énigme qui, 7 ans plus tard, continue de défier la logique et d'exiger justice face à l'indifférence des montagnes. Dr Maurice Dametz. Le cas du Dr Maurice Dametz est sans doute l'un des plus troublants du Colorado. C'est le mystère d'un homme qui cesse littéralement d'exister en un instant. Le 29 avril 1981, cet ancien révérend de 75 ans, auteur d'ouvrages théologiques et géologue passionné, se rend sur le site de Devil's Head, au cœur de la forêt nationale de Pike. Cependant, Maurice n'a rien d'un aventurier capable de s'enfoncer seul dans les bois.
Perclus d'arthrite et affaibli par une maladie du sang, il ne peut pas faire un pas sans une aide constante. C'est ainsi que ce matin d'avril, vêtu d'une chemise en flanelle à carreaux, il se laisse guider par son ami David McSherry pour une ultime session de collecte de minéraux, bien décidé à débusquer quelques topazes enfouis dans le granit. Vers 11h du matin, David le dépose près d'un petit monticule sablonneux, à seulement quelques mètres de la piste forestière. David s'éloigne ensuite d'une 50aine de mètres pour creuser de son côté. À 15h, il revient vers Maurice pour lui annoncer qu'il est temps de rentrer. Il vient au maquillage, paisible, et David retourne alors à son poste pour ranger ses outils, une opération qui ne dure pas plus de 15 minutes. Et lorsqu'il revient vers le point de dépose à 15h15, le docteur Maurice Damet s'est volatilisé. Comment un homme de 75 ans, incapable de marcher sans soutien, aurait-il pu s'éloigner en seulement un quart d'heure? Si s'était simplement levé, il serait encore en vue, et s'il était tombé, ses cris auraient déchiré le calme de l'après-midi. Pourtant, non seulement Maurice a disparu, mais ses outils se sont évaporés avec lui, comme si une strate invisible s'était refermée sur l'homme. Vous connaissez la musique, les recherches massives ne donneront rien. Cette absence d'indices a nourri les hypothèses les plus sombres, des théories criminelles aux légendes ancestrales. Pour le peuple Ute, gardien millénaire de cette région, Devolsel est une terre aussi sacrée que périlleuse. Leurs traditions orales mettent en garde contre les esprits de la montagne, capables d'égarer les voyageurs par des lumières fantômes ou des sons familiers. Alors, qu'est-il arrivé au docteur Damet, les aventuriers? Finalement déclaré mort en 1990, cet homme de foi est devenu l'ombre d'un mystère qui dépasse la raison. Son ultime secret repose quelque part sous les pins du Colorado, gardé par une nature qui ne rend jamais ses proies et qui, ce jour-là, a simplement décidé de refermer ses griffes sur lui. Aaron Hedges. Nous franchissons la dernière frontière pour sombrer dans les ténèbres absolues. Ici, les dossiers ne sont plus simplement mystérieux, ils sont le reflet d'une réalité qui n'aurait jamais dû être découverte. Comment un chasseur d'élite, équipé pour la survie et connaissant la montagne comme sa poche, peut-il non seulement s'égarer, mais finir par accomplir une marche physiquement impossible? C'est l'énigme absolue de l'affaire Aaron Hedges, l'une des plus sombres des Crazy Mountains, dans le Montana. En septembre 2014, cet homme de 38 ans, décrit comme un véritable dur à cuire, part pour une expédition de chasse à l'élan avec 2 amis. Aaron est loin d'être un amateur. Il possède un GPS, une radio satellite et des vêtements techniques de haute qualité qui auraient dû le protéger de n'importe quel accident classique. Le 7 septembre, suite à un problème avec un animal de bas, Aaron décide de se séparer de ses compagnons près de Campfire Lake. Son plan est on ne peut plus simple. Prendre un raccourci vers une cage de ravitaillement à Sweetgrass Lake. Son dernier contact radio est glaçant de banalité. Il informe ses amis qu'il a raté un embranchement et qu'il est désorienté. Il prévoit alors de passer la nuit dehors et de les rejoindre le lendemain matin. C'est ici que les premiers doutes s'installent. Car juste après ce message, une violente tempête de neige s'abat sur la région, effaçant les pistes. Et de manière surprenante, ses compagnons de chasse ne lancent pas l'alerte. Au lieu de chercher leur ami, ils choisissent de rentrer chez eux, ne signalant la disparition d'Aaron que bien plus tard. Les secours finissent par se déployer, mais les chiens de recherche s'arrêtent net après un petit ruisseau, comme si le chasseur s'était volatilisé. Les premiers indices n'apparaissent qu'une semaine plus tard. On retrouve ses bottes posées proprement sur une saillie rocheuse, dans une zone où le sol est pourtant tranchant comme du rasoir. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, les aventuriers. En juin 2015, son arc, son sac à dos et son permis de chasse sont découverts près de Melville, dans la direction opposée à son camp de base. Le sac est posé contre un arbre, un thermos ouvert à proximité, suggérant une pause délibérée. Pourquoi Aaron aurait-il abandonné ses seuls moyens de faire du feu et de se nourrir? Enfin, en août 2016, ses restes sont retrouvés à 24 km de son dernier point de contact, de l'autre côté d'un massif escarpé. Pour arriver là, il aurait dû franchir des crêtes à plus de 3000 mètres d'altitude, et ce, après avoir abandonné ses bottes 10 km plus tôt. L'enquête officielle conclut à une mort par hypothermie, évoquant le déshabillage paradoxal pour expliquer les bottes retirées. Certes, l'hypothermie est une hypothèse séduisante, mais n'explique pas le franchissement de sommets impraticables, pieds nus, par un homme qui connaissait chaque recoin de ce massif. Comment un homme peut-il parcourir une telle distance, sans chaussures et à travers des sommets acérés, sans laisser une seule trace ou une seule goutte de sang derrière lui? Entre le silence étrange de ses compagnons et l'incohérence de sa trajectoire, l'affaire Aaron Hedges défie toutes les lois de la survie. Et aujourd'hui encore, les Crazy Mountains gardent jalousement la seule réponse logique à ce qui ressemble, point par point, à une disparition impossible. Glen Finerty. La forêt nationale de Manistee, au Michigan, est un océan de verdure où les rivières serpentent entre des bois denses et des zones marécageuses. C'est un décor de quiétude absolue, jusqu'à ce que le silence devienne oppressant.
Peut-on mourir de peur alors que l'on possède le corps d'un géant et le mental d'un champion? Cullen Flaherty était l'incarnation même de la puissance, une légende du football universitaire ayant mené son équipe de Grand Valley State à un palmarès insolent de 51 victoires pour 3 titres nationaux. Quarterback double menace, il était une machine de guerre capable de foudroyer l'adversaire à la passe comme à la course, mais après les passages éclairs chez les Ravens de Baltimore et les Broncos de Denver sans jamais s'imposer chez les pros, la star locale était revenue à la vie civile, loin des projecteurs de la NFL. Le soir du 26 mai 2013, Cullen part seul pour une partie de pêche sur la rivière Muskegon. Déposé à 20h30 par son beau-frère près du camping de Bray Creek, Cullen monte seul à bord d'un petit bateau pneumatique pour descendre le courant, prévoyant de retrouver sa famille à peine 30 minutes plus tard, un peu plus loin sur la rivière. Néanmoins, l'heure du rendez-vous passe et le cauchemar s'installe. Peu après 21h, Cullen passe 2 appels brefs à ses proches. Sa voix n'est plus celle du champion serein, mais celle d'un homme possédé par une terreur viscérale. Il affirme être traqué par des individus dans l'obscurité et annonce qu'il abandonne son bateau pour s'enfoncer dans les bois. Face au point de rendez-vous désespérément vide, sa famille finit par alerter les autorités à 22h30. L'alerte déclenche des recherches massives, mais de données technologiques s'avèrent aussi aberrantes que le récit de Cullen. Son signal cellulaire semble rebondir entre 4 tours de relais différentes, distantes de plusieurs kilomètres, en l'espace de quelques secondes, comme s'il survolait la canopée à une vitesse impossible. Puis le 28 mai, le corps du malheureux est finalement retrouvé dans une zone boisée dense, à moins d'1 kilomètre de son point de départ initial. L'autopsie révèle alors une pneumonie par inhalation, Cullen ayant inhalé son propre vomi, suite à un épisode de stress et de confusion extrême. Mais cette conclusion médicale peine à masquer l'impossible. Comment un signal GPS peut-il se téléporter sur des kilomètres en un battement de cils? Qui étaient ces hommes que cet athlète d'élite, capable de terrasser n'importe quel agresseur ordinaire, fuit avec une telle épouvante? Pour beaucoup, Cullen n'était pas seul dans ces bois. Entre la lumière erratique signalée dans la région et cette vitesse de déplacement défiant la physique, certains voient en lui la victime d'un enlèvement extraterrestre, une proie capturée par une force technologique que nos radars ne font qu'effleurer. Cependant, la réalité est peut-être plus cruelle encore que la science-fiction. L'analyse de son cerveau a révélé que l'athlète souffrait d'encéphalopathie traumatique chronique à un stade avancé. Cette maladie, fruit des chocs répétés du football américain, provoque une paranoïa aiguë, suggérant que la menace n'a jamais existé ailleurs que dans les replis de son esprit défaillant. Ainsi, Cullen Flaherty n'a pas été terrassé par une entité venue d'ailleurs, mais par les séquelles invisibles de sa propre gloire. Il reste aujourd'hui le symbole tragique d'un guerrier dont le cerveau a fini par fabriquer ses propres ennemis, l'enfermant dans une paranoïa sans issue, jusqu'à ce que son corps lâche prise, seul, dans le silence des bois du Michigan. Charles McCullough. En 1974, poussé par sa passion pour la photographie, Charles McCullough quitte sa Virginie natale pour parcourir les États-Unis. Il voyage en autostop, appareil photo en bandoulière, et finit par rejoindre l'Oregon en janvier 1975. C'est là qu'il prend une décision qui va sceller son destin. Partir seul pour Crater Lake, un parc national aussi sublime que sauvage. Le jeune photographe cherche le cliché parfait, mais c'est lui qui va devenir l'objet d'une énigme que ni la science ni le temps ne parviendront à résoudre. En l'espace d'un instant, le jeune homme et son matériel basculent dans le néant. Malgré des semaines de recherche intensive dans l'un des endroits les plus dangereux des États-Unis, les secours ne trouvent absolument rien. L'enquête s'enlise, jusqu'à ce que le hasard reprenne ses droits en octobre 1976. Deux randonneurs s'égarent dans une zone marécageuse, appelée Sphagnum Bog, et tombent sur un vieux sac à dos abandonné. Les rangers sont aussitôt prévenus. Ce que les enquêteurs découvrent sur place dépasse l'entendement. À 19 km du dernier signalement de Charles, ils tombent sur un spectacle macabre. Un pantalon déboutonné, posé sur un tronc d'arbre, avec les fragments de tibia encore glissés à l'intérieur des chaussettes. En revanche, le buste, les bras et le crâne du malheureux ont purement et simplement disparu. Plus troublant encore, son précieux matériel photographique, celui-là même qu'il ne quittait jamais, reste introuvable. C'est ici que notre affaire bascule dans les réels des aventuriers. Le NPS a admis dans ses rapports officiels qu'il était totalement impossible pour un homme de parcourir 19 km dans une neige fraîche de plus de 2 mètres de profondeur, sans ski ni raquettes. De plus, si les théories sur les charognards sont souvent évoquées, elles s'effondrent devant un détail technique. Un animal qui emporte un buste déchire le tissu et laisse des marques de sang. Ici, le pantalon était intact et les os des jambes ne portaient aucune trace de morsure. Si le service des parcs nationaux s'en tient à la thèse d'un accident lié à l'hypothermie, la famille de Charles rejette fermement cette conclusion. Pour Stephen McCullough, le frère du disparu, la vérité est bien plus sinistre. Charles aurait fait une mauvaise rencontre sur la route. Selon sa version, un agresseur l'aurait dépouillé de son argent et de son matériel avant de l'abattre et de traîner sa dépouille jusqu'à cette clairière oubliée.
En disposant soigneusement les vêtements et en laissant le corps à la merci des éléments, le tueur aurait compté sur la nature pour effacer toute trace de son crime. Alors, qu'en pensez-vous? Charles McCullagh a-t-il succombé aux éléments ou a-t-il été la victime d'un meurtre parfaitement orchestré? Proposez vos théories dans les commentaires. Michael Lemaitre. Le mont Marathon, en Alaska, est le théâtre d'une épreuve annuelle réputée pour sa dangerosité extrême, où les athlètes y bravent des pentes à 60% de dénivelé, dans un décor sauvage et impitoyable. Ainsi, le 4 juillet 2012, Michael Lemaitre, un homme de 65 ans déterminé à relever ce défi pour la première fois, s'élance sur la montagne. S'il n'est pas un coureur d'élite, il possède un mental d'acier, bien décidé à franchir la ligne d'arrivée, malgré des conditions climatiques qui basculent dans l'horreur, mêlant un froid polaire à une pluie torrentielle et un brouillard épais. Vers 18h, Michael est aperçu par les officiels de la course, à seulement 60 mètres du sommet. Le dernier participant encore en lice, progressant avec peine vers l'ultime poste de contrôle. Convaincus qu'il va valider le sommet et redescendre immédiatement sous leurs talons, les juges, transis de froid, quittent leur poste pour entamer leur propre descente. C'est dans cet intervalle de temps minuscule que l'irrationnel se produit. Michael Lemaitre disparaît sans laisser la moindre trace. Sa femme donne l'alerte 1h40 plus tard, ne le voyant jamais apparaître à l'arrivée. Plusieurs théories tentent d'expliquer ce vide soudain. La plus probable évoque une désorientation fatale. Souffrant d'un glaucome qui réduisait sa vision, Michael aurait pu rater le point de demi-tour dans la brume, avant de basculer dans une crevasse. Sa fille et certains experts privilégient plutôt la piste d'un pont de neige qui se serait effondré sous son poids, l'emprisonnant dans une coulotte profonde. D'autres évoquent un scénario plus sombre. Épuisé et désorienté par le froid, Michael se serait perdu dans la végétation dense ou aurait été emporté par un ours, même si aucune trace de lutte n'a jamais été retrouvée sur la montagne. Seulement voilà, toutes ces théories se heurtent à un mur d'incohérence. Si Michael a chuté ou s'est perdu, où est passé son équipement? Car ce qui déconcerte les enquêteurs, c'est l'absence totale de débris. Pas une chaussure, ni une fibre de dossard, malgré des semaines de ratissage intensif. Face à ce néant, Michael Lemaitre a été déclaré mort seulement un mois après sa disparition, entraînant une refonte totale des règles de la course. Les restent pourtant sur la liste des personnes disparues, rappelant que, dans le Grand Nord, la frontière entre l'exploit et l'oubli ne tient qu'à quelques mètres de brouillard. Danny Philippidis. Comment peut-on s'évaporer sur une piste de ski de la côte Est pour réapparaître, quelques jours plus tard, à l'autre bout du pays? C'est l'énigme posée par Danny Philippidis, un dossier de disparition avec retour qui est, par bien des aspects, encore plus troublant qu'une volatilisation définitive. Le 7 février 2018, Danny Philippidis, un pompier originaire de Toronto, profite d'un séjour à ski sur la Whiteface Mountain, dans l'état de New York. Vers 14h30, alors que ses amis s'apprêtent à rentrer à l'hôtel, il décide de s'offrir quelques dernières descentes en solitaire et de passer à sa voiture pour récupérer son téléphone. C'est là que tout bascule les aventuriers. Danny ne revient jamais au point de rendez-vous. Sa disparition déclenche une mobilisation hors norme. Plus de 140 personnes, dont ses propres collègues venus en renfort de Toronto, ratissent la montagne pendant 6 jours. Mais alors que l'espoir s'éteint, le 13 février, sa femme reçoit un appel surréaliste. C'est Danny. Il est hagard, totalement désorienté et incapable de se dire où il se trouve. Réalisant l'urgence, elle le supplie de raccrocher et de composer immédiatement le 911. C'est ainsi que Danny contacte les secours depuis l'aéroport de Sacramento, en Californie, à plus de 4500 km de là. Lorsque la police arrive sur place, elle découvre une scène stupéfiante. Danny porte toujours sa tenue de ski complète, ses bottes rigides et son forfait de la Whiteface Mountain autour du cou. Pourtant, 2 détails détonnent dans son état d'hébétude. Il arbore une nouvelle coupe de cheveux soignée et possède un iPhone récemment acheté dont il ignore l'origine. Interrogé sur son périple, Danny n'offre que des souvenirs fragmentaires. Il aurait passé une grande partie du voyage à l'arrière d'un camion, sans pouvoir expliquer comment il y est monté. Les médecins privilégient la thèse d'un traumatisme crânien lié à une chute à ski, ayant provoqué une fugue dissociative, un état où le corps agit en pilote automatique, alors que la conscience est absente. Arrivé en Californie, son esprit aurait repris le contrôle, le poussant à se couper les cheveux et à contacter sa femme. C'est une explication qui satisfait la médecine, mais qui se heurte violemment à la réalité matérielle des faits. Car si la science explique l'amnésie par le choc physique, elle reste muette face à la logistique. Comment un homme en tenue de ski a-t-il pu traverser les États-Unis sans attirer l'attention ou laisser la moindre trace numérique? Certes, Danny Philippidis est revenu des méandres de l'oubli, mais l'ombre de sa disparition continue de hanter les esprits. On ne répare jamais tout à fait une existence qui, l'espace d'une semaine, s'est affranchie des lois de la logique.
Car si l'homme est rentré chez lui, une partie de son âme semble être restée là-bas, sur les cimes glacées de la Whiteface Mountain. Voilà les aventuriers, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous avons arpenté les sentiers les plus sombres de la nature sauvage, des forêts denses de la Sierra Nevada, au sommet acéré des Adirondacks, en traversant le désert brûlant du Nouveau-Mexique, jusqu'aux rives embrumées des lacs de l'Oregon. J'espère que cette plongée dans les recoins les plus mystérieux des parcs américains vous a captivé, et que ces récits vous rappelleront que, parfois, la réalité dépasse de loin la fiction. Si ce voyage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de booster et de partager la vidéo, cela aide au référencement et donne plus de visibilité à nos enquêtes. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les aventuriers. Prenez soin de vous lors de vos prochaines escapades en plein air, et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Terra Nova, pour une nouvelle aventure.